Radio Grand Lac, c'est votre radio. C'est votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com. Et ce soir, je suis en compagnie de Guillaume et Vincent. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs également, et moi et chers auditeurs. J'ai le privilège exceptionnel d'être avec deux acteurs fabuleux. Et je pèse mes mots, c'est pas pour me moquer que je dis ça, parce que j'ai vu Kevin et Guillaume dans ce joli court-métrage qui s'appelle Le jour où le Titanic a coulé. Et franchement, c'était splendide. Oui, le court-métrage. Magnifique, Elle bravo. est pas mal celle-là. Le court-métrage, on rappelle, réalisé par Pierre-Yves Pezat, produit par Silver Bell Productions et qui a été tourné au Splendide, au Château Brachet et au Léopold. Voilà, et qui fait référence à une anecdote réelle qui s'était passée donc à Aix-les-Bains. Nous espérons que Pierre-Yves puisse venir. Bientôt, normalement, il a dit qu'il essaiera. C'est dans les cartons. Et puis de toute façon, vous tiendra informé puisque normalement il risque d'y avoir d'autres projections dans le bassin. Pierre-Yves qu'on disait qu'il ressemblait beaucoup à James Stewart quand il était jeune. Voilà. Pierre-Yves, si tu nous écoutes, voilà. On a remarqué que James Stewart. Tu ressemblais beaucoup à Monsieur Smith au Sénat. Voilà. Big up. Et sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, commencer par les sorties de la semaine, puis ensuite évoquer nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Alors, on a 3 sorties. On a The Amateur, on a La jeune femme à l'aiguille et D'où Jésus, que Vincent a pu voir. Et puis, enfin, nous aurons bien sûr nos conseils télé avant de se consacrer à un focus qui est en quelque sorte la deuxième partie du focus que nous avions consacré il y a déjà 2 mois sur le cinéma et le sport, puisque ce soir, nous allons parler du cinéma et du sport automobile, contenu qui est la sortie de Rapide, demain dans les salles, que j'ai déjà pu voir. Mais pas dangereux. Rapide, mais pas dangereux. Pour ceux qui ont la rêve du titre québécois de Fast and Furious. Voilà, rapide et dangereux. Oui. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer par les sorties de la semaine, mon cher Guillaume. Alors, première sortie de la semaine, Sinners, qui sera disponible au Toll du Lac et au Pâté. Donc, c'est le grand retour de Ryan Coogler avec son acteur fétiche Michael B. Jordan. Ellie Stanfield, d'ailleurs, j'ai été surpris, mais oui. J'adore cette femme. Oui, magnifique. Magnifique. J'ai vu la première, même Michael B. Jordan était subjugué. Bref. Oui, voilà. Et Jake O'Connell. Alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, 2 frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro, mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. On écoute un extrait. Somebody take me in your eyes. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Écoutez. Ça donne envie. Le seul problème de ce film, c'est que j'ai l'impression que c'est un film de Jordan Peele. Alors, par contre, le film est auréolé d'excellentes critiques positives, puisqu'en fait, aux États-Unis, c'est fait assez rare pour le souligner, il n'y a pas eu une seule critique négative. Ah, mais moi, alors malheureusement, je ne pourrais pas le voir cette semaine, mais j'en suis fort voilà, un déçu. film qui mélange du coup film d'époque, film de vampire et film d'action. Avec Michael B. Jordan dans un double rôle, à voir si... c'est un excellent acteur, on le sait bien, mais l'exercice... je suis convaincu, Guillaume. L'exercice du double rôle, des fois, permet aux acteurs de se casser aussi un peu la gueule. On a une petite pensée pour Robert De Niro. J'ai des roses alors. Ah, oui. L'autre sortie. Autre sortie, mais je vais la faire rapide cette fois. Au Toile du Lac et Pâté, donc c'est rapide. De Morgane Sdalibert avec Paola Locatelli, Alban Lenoir et Anne Marivin. C'est Max qui a toujours aimé aller vite. Il ne sait pas faire autrement. Alors quand elle découvre le karting, c'est une évidence, elle sera championne de F1. Les compétitions juniors s'enchaînent, les victoires aussi. Pourtant, à 17 ans, aucune écurie ne la retient. Sa faute principale, être une jeune femme dans un sport d'homme. Face à ce monde qui lui tourne le dos, seul un ancien pilote de deuxième zone totalement fantasque croit encore en son potentiel. Un seul but, faire de Max la plus rapide. On écoute rapidement un extrait. Les caisses,
C'est parti! On n'a pas tous les jours la chance de se confronter à un vrai champion. Bon, ok, 50 € la partie. 200 € de plus si je vous bats. Tu me plais, toi. C'est parti. Bordel, c'est pas vrai! C'est qui, toi? Je pilote plus. Oh, je suis la meilleure pilote de ma génération, mais je préfère bouder. C'est plus stylé. Voilà. Rapide, du coup, que j'ai eu la chance de voir il y a déjà un bon petit mois, au final, quand même. Et, bon Dieu, c'est un bon film français. Sur la Formule 1, ça fait du bien. Donne pas envie. Hein. Ouais, mais franchement, le film est assez bien réussi. On retombe un peu dans le carcan du film français qui essaye de faire du spectacle, mais qu'il faut quand même aussi un peu faire une histoire de famille et tout ça. Mais c'est assez bien écrit. Il y a Tchéky Cario qui est dedans, qui a plutôt un rôle d'antagoniste. Et franchement, les séquences de Formule 2 et Formule 3, puisque bon, même si le personnage rêve de conduire de la Formule 1, c'est assez réaliste. Et du coup, on ne la voit pas pour l'instant. Parce que bon, pourquoi pas faire une suite, mais on la voit pas pour l'instant piloter une Formule 1. Et l'école que l'on voit de Formule 3 existe vraiment. C'est vraiment celle-là qu'ils ont utilisée, tout ça. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir un regard aussi sur ces jeunes poulains français, parce qu'on n'entend pas trop parler des Français qui essayent de percer dans ce sport. De temps en temps, on en voit un en Formule 1, ça peut arriver. Voilà. On a quand même eu des grands noms de la Formule 1. On a eu des grands noms. On en a eu un. Ouais, mais en fait, on sait pas comment ils sont arrivés là, c'est ils ont fait comme la jeune fille, là, d'abord du karting. Ils sont tous passés par le karting. C'est ça. Et, actuellement, on peut parler de Gasly, qui est une fierté nationale. Il y avait Alain Prost, notamment, qui était et Villeneuve. Allez-y, je pense qu'il a dû en faire aussi. C'est un nouveau, ça? Oui, depuis quelques années. Ah, d'accord, je connais. Moi, j'avoue que je suis assez bien la Formule 1. J'adore suivre. Je regarde pas forcément, mais j'adore suivre. C'est un sport qui me fascine. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Mais voilà. Je préfère les rallyes. Moi, je suis plus rallye. Ah ouais. Quand j'étais jeune, j'allais voir le rallye Monte Carlo comment il s'appelait des routes de l'Ardèche. Et bien, je peux vous dire que ça dépote. Hein. Ce pilote de Formule 1 qu'ils appelaient bac à sable. Mince. Bac à sable. Oui, c'est pas c'était dans l'équipe Prost. Ouais, mais je retrouve. C'est pas Ayrton Senna. Non, il courait dans l'équipe d'Alain Prost. Il y a mon père là. S'il nous écoute, il va me gueuler. Jean Alési. Voilà, ouais, c'est ça. Bac à sable. Ah bien sûr. Bref. Mais voilà, rapide, franchement, un bon film, très divertissant, et je pense que c'est très intelligent de leur part d'être sorti juste avant F1, parce que voilà, ça va dépoter celui-là. F1, oui, ça va être pas mal à mon avis. Autre sortie, Aimons-nous vivants, qui sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté, réalisé par Jean-Pierre Améris avec Gérard Darmon, Valérie Lemercier et Patrick Timsit. L'histoire d'Antoine Toussaint, grande vedette de la chanson française, qui ne vit que pour son métier. Après avoir fait un AVC en public et se sentant incapable de remonter sur scène, il décide d'aller en Suisse pour en finir. Dans le train pour Genève, il fait la connaissance de Victoire, une passagère envahissante à la personnalité explosive. On écoute un extrait. Bienvenue en Suisse, monsieur Toussaint. Vous me déposez dans le centre. Ma fille se marie demain. Maman, ne me gâche pas cette journée. Vous voulez pas chanter quelque chose? Sûrement pas, non. Je peux vous proposer de coucher avec moi en échange, même si je sens bien que j'en ai plus envie que vous. On n'a pas entendu Patrick Timsit? Non, je sais pas où il est encore. Du coup, c'était dans mon film, hein. Pourquoi pas? C'est un duo. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ce duo. J'en ai marre de voir Darmon dans tous les films. Donc. C'est vrai qu'il collectionne en ce moment. Mais bon. Après, ça peut être une comédie sympathique. Ouais, on suppose comédie romantique. Ouais, apparemment, ça dévie sur une romance entre les deux personnages. Oui, mais ça, c'est cousu de fil blanc. C'est cousu de fil blanc. Il ne le cache pas du tout dans la bande-annonce d'ailleurs. Non. Autre sortie, Guillaume. La réparation, donc disponible au Toiles du Lac et au Pâté de Régis Varnier avec Julia Denunez, Clovis Cornillac et Julien de Saint-Jean. Quelques heures avant l'attribution de sa 3e étoile, le célèbre chef Pascal Jankowski disparaît avec son second lors d'une partie de chasse. À 20 ans, sa fille Clara se retrouve seule aux commandes du restaurant. 2 ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan. On écoute un extrait. Invitation pour la foire de la gastronomie à Taipei. Et t'en déduis que ce message pourrait venir d'Antoine et mon père. T'épuises pas à courir après des fantômes. Je mets 2 seuls au monde. Me rendait invincible.
Le nouveau film, du coup, du réalisateur d'Indochine. C'est très intriguant. Moi, j'ai très envie d'aller le voir parce que je trouve qu'il y a une Ça a belle l'air très beau en ambiance. tout cas. Ouais. Comme c'est bien fait. C'est pas le scénario que j'imagine, moi, par exemple. Je verrais un truc genre ils y vont, mais tu vois, ça va finir dans les chasses du comte Zaroff et puis ils vont cuisiner tout le monde et tout ça. Ça s'appelle Le Menu et c'est très bien. Ah, j'ai pas vu. Ah, c'est très bien. Le Menu. Ah, c'est dans ce délire. Très très drôle. C'est génial. Ah oui, je vais regarder le pas Menu. mal. Ouais. Et mais non, la réparation, j'avais eu l'occasion en octobre dernier de voir Régis Varnier qui est souvent à Lyon pour le Festival Lumière et qui me disait bon les gars, il serait peut-être temps de me remplacer parce que je suis toujours le dernier réalisateur français en date à avoir eu l'Oscar du meilleur film étranger. Puis je trouve que les films de Régis Varnier, ça switch avec qualité. Je sais pas comment dire, un cinéma avec... le mec est très cinéphile et très 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 passionnant à écouter. Sûrement. Autre sortie. Alors là, prends ton souffle parce que c'est long. D'accord. C'est encore un... Non, c'est pas le 1er avril, non. Non. Le mélange des genres qui sort au Victoria et à l'Astrée de Michel Leclerc avec Léa Drucker, Benjamin Laverne et Mela Bédia. Alors c'est l'histoire de Simone, une flic aux idées conservatrices qui est infiltrée dans un collectif féministe, les Hardy. Elle enquête sur les militantes qu'elle soupçonne de complicité dans le meurtre d'un mari violent. À leur contact, Simone s'ouvre progressivement aux idées féministes. Seulement voilà, sa couverture est mince et les Hardy, devinant qu'il y a une taupe parmi elles, se mettent à la soupçonner. Pour détourner l'attention et se sortir de ce mauvais pas, Simone ne trouve rien de mieux que d'accuser au hasard un homme de l'avoir agressé sexuellement. Or Paul, cet homme qu'elle accuse, un comédien raté qui vit dans l'ombre de sa femme, est le plus doux et le plus inoffensif des hommes. Simone, catastrophée de ce qu'elle a fait, tente de réparer sa faute, mais c'est trop tard. L'accusation devient publique et Paul, une cible du collectif. On écoute un extrait. Pour le moment. Si j'arrive à prouver qu'elle a eu des complices, le meurtre devient prémédité. L'idée, c'est de dénoncer les brebis galeuses dans la police. Ils font pas remonter les plaintes des femmes agressées. Qu'est-ce que tu proposes alors comme action? Est-ce qu'on pourrait pas arriver avec des petites brebis? Enfin, l'inclusivité animale, ça mérite d'être débattu. Attention au gynocentrisme. Attention au gynocentrisme. Dans ce cas, écoutez-moi, on ne débarque qu'avec des brebis femelles. Quoi? Pour la sororité? C'est déjà des femelles, les brebis. Voilà. C'est une comédie, hein. Comme Michel Leclerc le fait si bien, une comédie. Ça peut être pas il mal. avait fait Le Nom des gens, dans lequel Jospin avait joué son. Il fait souvent des comédies politiques, ouais. Autre sortie, cette fois-ci une sortie italienne, Lettres siciliennes, disponible au Victoria à l'Astrée, réalisée par Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, avec Tony Salvio, Elio Germano et Daniel Amara. Ça se passe en Sicile au début des années 2000, après plusieurs années de prison pour collusion avec la mafia. Catello, homme politique aguerri, a tout perdu. Lorsque les services secrets italiens sollicitent son aide pour capturer son filleul Matteo, le dernier chef mafieux en cavale, Catello saisit l'occasion pour se remettre en selle. Homme rusé au sans masque, illusionniste infatigable qui transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité, Catello entame une correspondance improbable et singulière avec le fugitif, cherchant à profiter de son vide affectif, un pari qui, avec l'un des criminels les plus recherchés au monde, comporte un certain risque. Voilà. Pas de bande-annonce, mais ça donne envie. Tu as compris. T'as rien compris. Moi non plus. J'ai décroché un milieu. Je crois qu'il y a une histoire de mafia et puis il y a le parrain et le filleul qui se trahissent. Voilà. Comment tu l'aimes pas, mon lettre sicilienne? Ça fait un peu corse, tu sais. Mais parle-nous du prochain film qui a l'air très intéressant, Guillaume. Comment devenir riche, donc disponible à Victoria à l'Astrée, de Pat. T'as pas dit le titre en entier. Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, pardon. Voilà. Important peut-être de le préciser. Disponible au Victoria et à l'Astrée, donc de Pat Buniti Pat avec Putipong Asaratana Kul, Usha Sikum et Tontawan Tantivejakul. Oh, bah, joli. Ouais, mais je pense que c'est de la même famille, Asaratana Kul et Tantivejakul. Bon, bref. Quand M apprend que sa grand-mère est malade... Attention, ça va dégénérer, là. Quand M apprend que sa grand-mère est malade, il voit une opportunité de mettre fin à ses galères. En jouant des petits-fils modèles, il compte bien décrocher l'héritage. Mais gagner ses faveurs est loin d'être une mince affaire. Et pour toucher le pactole, il est prêt à tout. Ce qui commence comme une mission intéressée devient peu à peu l'histoire d'un petit-fils et d'une grand-mère qui apprennent à se connaître. Finalement, l'histoire semble classique. Pas de bande-annonce, puisque le film est
Je ne sais quelle origine. Mais je crois qu'il est vietnamien. Mais ça a l'air une comédie intéressante. Oui, j'ai l'impression, ouais. Autre sortie, Vincent. Alors, Oksana, Victoria et Alastrée, de Charlène Favier avec Albina. Alors là, excusez-moi, je sais pas quoi dire. Voyelle. Marine. Où est la voyelle? Il n'y a pas de voyelle, hein, je suis désolé. Marina Koshkina et Lada Korovaï, je suppose. C'est quand même triste. Je veux dire, il y a quand même des filles qui s'appellent Mercedes, mais du coup, il y a aussi des filles qui s'appellent Lada quand même. Et ça se passe en Ukraine. En 2008, la jeune Oksana et son groupe d'amis multiplient les actions, slogans peints sur le corps et couronnes de fleurs dans les cheveux contre un gouvernement arbitraire et corrompu. C'est la naissance d'un des mouvements les plus importants du XXe siècle, Femen. Réfugiée politique, artiste, activiste, Oksana franchira les frontières et militera sans relâche pour les droits des femmes et la liberté jusqu'à risquer sa propre vie. Voilà, il n'y a pas d'extrait. Non, c'est un biopic. C'est un biopic, ouais. Un biopic. Donc voilà, tout le monde connaît plus ou moins les actions un petit peu choquantes des Femen qui pour se manifester. Celles qui ont les seins à l'air. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis avec des tas de trucs dans les cheveux. Et puis comment dire, bariolés sur le corps. Bariolés. Autre film disponible seulement Victoria, c'est Toxic de Sole Biliuvaite avec Yeva Rupei-Keite, Vesta Matulit et Giedris Savikas. C'est la semaine, je crois. Bah ouais, comme ça, on ira tous eu droit. Voilà. Rêvant d'échapper à la morosité de leur quartier, Maria et Christina, 13 ans, se rencontrent dans une école de mannequinat locale. Les promesses d'une vie meilleure malgré la concurrence ardue les poussent à brutaliser leur corps à tout prix. L'amitié des deux adolescentes leur permettra-t-elle de s'en sortir indemne? Un nouveau film sur les dangers du mannequinat, j'ai l'impression. Et puis le dernier film, Guillaume, de la semaine. C'est Animaux rigolos, donc disponible au Victoria Alastrée de Philippe Watts avec Alexandra Allen et Myriam Schott. Je crois. C'est trois réalisateurs parce qu'en fait c'est 3 courts-métrages pour enfants. Ok. Donc préhistorique ou domestique, rigolo ou ramolo, minuscule ou noctambule, ces animaux-là font un sacré gala. Voilà, à mon avis, ça doit être pour les tout petits. Ouais, c'est pour les tout petits. C'est bout de chou. Dans un an ou deux, ce sera ta future sortie ciné, Guy. Certes. Il va falloir t'y coller. Et j'imagine déjà ce moment où Guillaume dira: franchement, Animaux rigolos, c'est pas mal du tout. Je vais être à un niveau. Et du côté de nos amis de chez Cinéphilex, un film qui m'intrigue. C'est un film du patrimoine qui s'appelle... J'en étais sûr. Le Pavillon d'Or. L'affiche est magnifique. Je ne sais pas si tu as vu l'affiche. J'ai vu l'affiche. Absolument magnifique. Ce sera disponible au Victoria. C'est avec Kon Ishikawa, Reizo Ishikawa, Tatsuya Nakadai et Ganjiro Nakamura, l'histoire de Goichi Mizoguchi, conformément aux dernières volontés de son père, qui est prise en charge par le bonze Tayama du temple Shukaku, le Pavillon d'Or. Des touristes visitent le temple, un couple s'amuse. Pour le jeune homme, ces gens souillent l'image sacrée qu'il a du temple. Peu après, Mizoguchi aperçoit Tayama accompagné d'une geisha. Plein de désillusions, il va tout faire pour rendre sa pureté au temple. Et alors l'affiche, vous voyez ce temple en flammes, mais ça a l'air absolument sublime. Ça me tente beaucoup. Si j'ai le temps, ça m'étonnerait pas. Oui, vous n'êtes pas surpris. Non, pas du tout. Eh bien, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons faire notre première pause musicale. Et vu que demain, nous avons le nouveau film de Ryan Coogler qui sort en salle, on va s'écouter All the Stars, signé de Kendrick Lamar et qui nous vient du film Black Panther. On revient tout de suite après. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac disponible sur vos smartphones. Guillaume et Vincent, vous êtes toujours là? Oui, nous sommes là. Présents. Et donc nous avons évoqué dans la première partie de l'émission les sorties de la semaine et désormais il est temps d'évoquer nos avis des films sortis la semaine dernière. Et alors il y a finalement très peu de films encore disponibles en salle que nous vous avons conseillés, mon cher Guillaume, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, miraculeusement, il reste encore Mikey 17, le dernier film de la Résistance. Hein. Oui, c'est bien qui fait de la Résistance. Oui, c'est qui doit marcher en France. Le film Blanche-Neige. C'est la dernière semaine. C'est une catastrophe, je crois. Hein, par contre. Oui, catastrophe. C'est qu'il a coûté tellement cher qu'il est dur à. C'est bien fait. En fait, c'est une catastrophe. Je suis désolé de dire ça. C'est une catastrophe mondiale, mais en France, ça marchote parce qu'en même temps, il n'y a pas grand-chose pour les enfants à part ça. C'est pas vraiment pour les enfants parce que c'est
construisent complètement le mythe de tout. Il faut le voir pour y croire. Non. Autre sortie, Guillaume. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, le film avec. Tu l'as vu alors? Ah oui, la semaine dernière, j'en avais parlé. Je suis bête, oui, bien sûr. Par contre, on déconseille ce film qui cartonne dans le monde entier, qui va peut-être être la surprise de l'année à $1 milliard. Minecraft. Ah ouais. Qui est une des pires. J'aimerais que tu vois Le Jardinier et que tu me dises. Pour moi, c'est la pire daube que j'ai vue cette année. Et j'aimerais savoir si on échange. Tu regarderas Minecraft, je regarderai Le Jardinier. Si tu veux, avant la fin de l'année, je regarde. Vous êtes courageux parce que moi, je regarderai ni l'un ni l'autre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Non, mais la séquestration est possible. Bonjour Vincent. Mais passons. Tu obligeras. Aux avis de la semaine. Sur les films que vous avez vus au cinéma, je propose de commencer par Vincent qui lui a vu D'où Jésus. Ça sera assez rapide. J'en avais déjà un peu parlé la semaine dernière, mais j'avais vu ça en avant-première il y a déjà plus de 3 semaines, ça, moi-même, il me semble. Et donc, c'est un film de Frédéric Kiring, avec Marie-Lou Berry qui a le rôle principal, et puis secondé de très très près par Isabelle Nanty, et puis d'autres acteurs qui sont assez connus néanmoins. Notamment, j'aime bien Agnès Soral, qui, je trouve, encore une fois, je trouvais tirer son épingle du jeu avec des petites interventions très rigolotes. Voilà. Alors, c'est un film, ne nous le cachons pas, c'est un film qui casse pas des barres. C'est quand même une comédie gentille, qui est plaisante à voir. Moi, j'ai bien aimé l'histoire. Hein. C'est vrai que c'était sympa, mais c'est pas non plus transcendant. Et c'est l'histoire d'une jeune sœur qui est Marie-Lou Berry, qui va tomber un peu par hasard sur son ex-amour de jeunesse. On subodore que c'est un peu les raisons pour lesquelles, en cours de route, elle a bifurqué dans les ordres. Mais là, elle va prendre fait et cause pour lui parce qu'il est accusé de certaines choses, et puis elle a des éléments qui permettront de l'innocenter. Donc, elle se retrouve un peu par la force des choses séparée de sa communauté. Il se retrouve complètement immergé dans le monde moderne dont elle n'a pas eu les codes puisqu'elle est quand même rentrée très jeune dans les ordres en fait. Et on apprend tout ça au fil du temps. Le scénario est plutôt pas mal. Elle doit voir un mec tout nu à un moment, c'est sûr. C'est même pas tellement D'où Jésus. Voilà. C'est pire que ça parce qu'il y a un twist à la fin évidemment. Donc voilà. Bref. Mais donc on se pose toujours la question. C'est sur un mode évidemment comique mais bien gentil quoi. Voilà. Non, mais et puis c'est vrai qu'ils jouent bien hein, autant les uns que les autres. Mais bon, voilà. Autre sortie, The Amateur du coup de James Hawes avec Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnan et Holt McCallany. C'est le nouveau film d'espionnage. C'est un bon petit film d'espionnage, mais je dirais que le gros problème du film, c'est sans doute son interprète principal. Comme d'hab. Qui joue pas très très bien, Rami Malek. J'ai l'impression que il s'est fait vampiriser par Freddie Mercury et après ça, on peut plus rien lui demander quoi. Voilà, c'est le début du film. On lui apprend que du coup, lui, il est simple, scribouillard à CIA et on lui apprend que sa femme a été tuée par des terroristes. Quand il apprend ça, on a un peu l'impression qu'on lui a dit que qu'il fallait qu'il règle sa facture d'eau parce que c'est à peu près l'impact émotionnel qu'il a à ce moment-là. Mais lui, vu qu'il n'a aucune compétence physique, il va privilégier son intelligence pour se venger. Et alors, pour le coup, ce que je trouve intéressant dans l'histoire, c'est que vraiment l'intelligence est mise en avant, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va vraiment redoubler d'efficacité, d'ingéniosité pour tuer des gens très dangereux sans nécessairement avoir besoin de les frapper ou quoi que ce soit et juste se servir de ton cerveau. Du coup, il y a quelques séquences très jouissives où le personnage qui est assez frêle parvient à renverser la vapeur. Et du coup, ça c'est assez sympathique. Et surtout que Laurence Fishburne incarne un très très bon second rôle. C'est son mentor, mais qui va très rapidement se rendre compte qu'il aura beau lui apprendre tout ce qu'il veut, jamais il ne deviendra un tueur. Un tueur, on veut dire à main nue, quoi. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est un bon petit film d'espionnage. C'est un petit peu longué au début et la deuxième heure est un peu plus attrayante, mais on va pas se mentir, on va pas en garder un souvenir intarissable. Ouais, mais ça se voyait aux bandes annonces que ça avait pas l'air terrible. Et Rami Malek, je crois qu'en fait,
Ouais, il a eu un coup de peau, il a fait une bonne série, un film où il jouait bien, et puis voilà. La bonne série, c'était Mister Robot. Voilà. Et moi, j'avais vu ça, je trouvais ça vraiment génial. Il y avait un côté très... oui, dans le cliché. The Amateur, c'est le cliché du film du dimanche soir sur TF1, que vous allez en parler à la machine à café le lendemain matin, et à midi, vous vous en souvenez plus. Voilà. Mais ça divertit son homme. L'autre sortie, par contre, c'est un film danois, La jeune femme à l'aiguille. C'est réalisé par Magnus von Horn. Et alors là, par contre, c'est... Ça a divisé, j'ai vu à Cannes. Ouais, ça a divisé, mais c'est âme sensible s'abstenir, puisque c'est une histoire vraie, même si elle est racontée d'une certaine manière, on dirait un conte, à vrai dire. Mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui va vraiment enchaîner les malheurs, sans pour autant être une victime, puisque elle va par instant prendre des décisions où on peut considérer en tant que spectateur que le personnage est loin d'être manichéen et que elle aussi elle a sa croix à porter, j'ai envie de dire, par moment sur ses choix. Mais dans la deuxième heure, il y a un virage qui se fait lorsqu'elle va rencontrer une vendeuse de confiserie. Du coup qui aussi s'occupe de récupérer des enfants pour les donner à des parents qui pourraient mieux s'occuper d'eux. C'est un film particulièrement noir, particulièrement sombre, c'est très 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 dépressif, c'est très très glauque. Mais c'est avec un noir et blanc, mais je trouve sublime, vraiment très très impactant. Et même si c'est particulièrement dur, c'est le genre de film où pendant 2 heures vous ne pouvez pas décrocher, c'est impossible. Donc un scénario bien tricoté donc pour La femme à l'aiguille. Bien tricoté et oui, mais c'est approprié. Oui, parce que certes elle est couturière à la base, mais hélas il y a une séquence très très dur où elles finissent ces aiguilles à tricoter. Voilà. Compte tenu de l'époque dont ça se passe, donc voilà, un film vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. Oui, on va dire ça. Un film à ne pas mettre entre toutes les mains, mais qui, ma foi, assez réussi. Je comprends pas la frilosité cannoise dans ce cas-là. Le public averti. Le puritanisme. Le puritanisme, et puis toujours pour pouvoir faire j'ai eu envie de vomir en sortant de la salle. Voilà. Ce film est une merde. Oui, voilà, ça, on l'a bien connu. Eh bien, on va passer très 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 rapidement au conseil télé. Alors oui, c'était... Oui, je vais commencer. Alors c'était... il y en avait plusieurs films qui étaient intéressants, mais on va pas en parler parce que on n'a pas le temps. Je vais commencer, Vincent. Ah pardon, il a pas parlé de film. Excuse-moi, j'ai pas compris ça. C'est pas grave. Vas-y. Donc Les Incorruptibles qui passe sur France 5 le vendredi 18 à 21h05. Donc c'est l'adaptation de la série télé réalisée par Brian De Palma avec Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro entre autres. Et ça revient sur l'histoire de Elliot Ness et sa brigade financière pour faire tomber le parrain de la mafia de Chicago, Al Capone, un film que j'affectionne tout particulièrement, un des meilleurs films de mafia que j'aime bien en fait parce qu'il tranche avec le style scorsésien qui épouse un peu le point de vue des mafieux. Là, on est vraiment sur cette bande d'incorruptibles. Il y a des scènes d'action que j'admire. D'anthologie, on peut dire. Hein. Oui, d'anthologie, mais vraiment qui me fascine, notamment la scène reprise du Cuirassé Potemkin. La poussette. Avec la poussette, à chaque fois me fascine. C'est, je trouve, une maestria en termes de mise en scène. Il fera encore mieux plus tard, notre ami De Palma. Mais le film, on ne le sent pas passer. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'est la musique d'Ennio Morricone, évidemment. Voilà. Très, très iconique. Et Sean Connery, oui, évidemment. Oscar de meilleure interprétation. Et un les grands débuts aussi de Kevin Costner au cinéma. Et d'Andy Garcia, ne l'oublions pas, qui fait un petit rôle. La seule chose, c'est qu'en fait, ça ne m'a jamais donné envie. Je trouve le film tellement bon que j'ai jamais eu envie de regarder la série originale. Non, c'est vrai. Qui s'inspire. Oh moi, je la connais parce que par la force des choses, c'était un peu mon. C'est vrai qu'il l'a éclipsé, le film.
Oui et non, parce que non, elle avait ses lettres de noblesse et c'est sa raison d'être, totalement. Oui, non, mais c'est-à-dire que Brian De Palma est le champion pour éclipser les séries télé, parce que Les Incorruptibles, on oublie que c'est une série télé, et Mission Impossible, le grand public a tendance à oublier que c'est une série télé. Mais ça les éclipse pas, ça leur donne une autre, une aura plus large auprès d'un public qui n'était pas forcément au courant. À savoir si je préfère Mission Impossible ou Les Incorruptibles. Mon cœur balance. Voilà mon conseil télé, donc vendredi sur la 5 à 21h05. Alors moi, ça sera Inside Man de Spike Lee en 2005, qui est sur Paris Première à 21h le jeudi 17 avril. Et alors il y a une distribution magnifique, puisqu'il y a Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Parce que c'est vrai que... Et alors, c'est un peu difficile de parler de ce film, du scénario, parce que je vais juste vous donner le début, parce que bon, ça c'est plus qu'évident et on le rapporte dès le départ. C'est celui de l'investissement d'une banque. Et d'ailleurs, tout se déroule à New York, entre parenthèses. Et ça s'est tourné d'ailleurs dans une vraie banque apparemment. Et donc c'est Clive Owen qui est le chef d'une bande de malfrats qui investit la banque, mais on sait pas trop pourquoi. Et il y a donc l'inspecteur Denzel Washington qui est un peu lui-même sur la sellette, qui se retrouve bloqué. Et puis voilà, mais il y a énormément de twists. Et si vous appréciez les films d'action et de rebondissement, courez-y. Je pourrais le revoir parce que je crois que je me rappelle plus de la fin. Il est magnifique ce film. J'avais bien aimé, mais je me rappelle plus. Alors par contre, il faut bien le suivre du début jusqu'à la fin, parce que sinon vous ne comprendrez rien. Ça me paraît pas, il me semble que c'est pas... Faudrait dire. Parce que c'est vrai que c'est le genre de film... Totalement. C'est un peu le problème, c'est que je l'ai encore tellement en tête que j'ai pas encore eu envie de le revoir. Ah non, mais il est magnifique. Il est magnifique. Et c'était Ron Howard qui devait le jouer, qui le tournait, le réaliser. Et c'est Spike Lee qui l'a pris, voilà. Et le scénariste, c'est Russell Gertwitz. Et il y a des références, notamment. Alors ça, c'est pour le petit clin d'œil. Il y a un film, parce que Spike Lee est quand même un cinéaste avisé. Une référence à un film de Sidney Lumet datant de 1975, qui est Un après-midi de chien. Ah oui. Que je vous invite à voir, que j'adore. Qui est magnifique ce film aussi. J'adore. Avec Al Pacino. Ah oui. Voilà, on n'en dira pas plus. Allez, regardez ce film si vous aimez les polars et puis en plus les rebondissements, parce qu'il y en a plusieurs. Et les braquages de banque, voilà. Eh ben, sans plus tarder, nous allons faire la deuxième pause musicale et on va s'écouter, vu que le focus est consacré ce soir au sport automobile dans le cinéma, on va s'écouter Fame de David Bowie, que on peut entendre par exemple dans le film Rush de Ron Howard. Très, très, très bon film de Formule 1 que nous aurons l'occasion d'évoquer tout de suite après. À tout de suite. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et Guillaume et Vincent sont toujours là. Oui, toujours. Oui, n'a pas bougé. Toujours. Vroom vroom. On est bien, tu vois, on est chaud. Par exemple, les sports automobiles, c'est un peu comme certains sports. Pour moi, du moins, je préfère les voir en film, tu vois, que de regarder les grands prix de Formule 1. Tu vois, j'aimais bien suivre toute la compétition et les à côté. Mais par contre, regarder 3 heures tourner autour d'un circuit, des fois, j'en ai marre. Ça se prête particulièrement quand même cinématographiquement parlant. Voilà. Mais je crois que t'as pas compris comment il faut regarder un Grand Prix. C'est-à-dire que tu regardes le départ, tu t'endors et tu te réveilles juste avant l'arrivée. Oui, mais c'est bien pour ça, parce que je m'endormais tout le temps quand il passait encore sur TF1. C'est pareil pour le Tour de France. Ah non, le Tour de France, c'est le pire truc pour me faire dormir. Ça, c'est ma hantise. J'ai horreur de ça. Ah, mais si, justement, c'est le meilleur truc pour dormir. Je suis pas un supporter de ça. J'ai horreur de... Mais du coup, la question de ce soir, c'est en complément du focus que nous avions fait il y a 2 mois sur le sport au cinéma. Est-ce que le sport automobile, on a parlé de la boxe, tout ça, le sport automobile, c'est aussi un sport particulièrement cinégénique. Oui, bien sûr, mais parce que ça, d'autant plus lorsque ça met en conflit 2 personnalités, 2 écuries, voilà, c'est pas mal ça. Premier exemple. Par exemple, Jour de tonnerre de Tony Scott avec Tom Cruise et pour dire le film sur la NASCAR. Je sais plus comment il s'appelle. Robert Duval.
Oui, Robert Duval, mais l'autre qui jouait dans Walking Dead, on s'en fout. Douglas Scott? Non, c'est pas Douglas Scott. Mais il y a aussi Douglas Scott dedans. Non, c'est pas Douglas Scott. En tout cas, c'est là où il a rencontré sa femme. Non, sa future c'est femme. Michael Rooker. Michael Rooker, oui. C'est là où il a rencontré sa future Eh bien, femme. ils ont réussi quand même à rendre ce film hyper palpitant. Bon, le scénario, c'est Top Gun avec des voitures. C'est pas grave. Mais ils ont quand même réussi à rendre une des courses automobiles les plus chiantes de la Terre, alias le NASCAR, en un super film d'action. Non, j'ai regardé du NASCAR. Oui, mais c'est une religion aux États-Unis. C'est nul. Bah, c'est pas. Mais on n'a pas les mêmes références avec les Américains. Parce que tu regardes le football américain, c'est pas nul. Non plus baseball. On ne comprend rien en fait. Hein. C'est pas qu'on n'y comprend rien, mais le football américain, c'est hyper long. On fera peut-être un focus un jour là-dessus. Mais ils sont capables d'attirer ton attention. Mais NASCAR, tu les vois tourner pendant je ne sais combien de tours. Et t'as déjà joué à un jeu de NASCAR? Ah non, parce qu'heureusement que t'es assis. De NASCAR, tu veux dire? Non, de NASCAR. c'est quelque chose. Hein. Moi, je me souviens sur les vieux ordi, les Windows 98, t'étais là avec ton clavier. Ah ouais, c'est pas terrible. Il vaut mieux jouer à comment ça s'appelait le truc. Le jour de tonnerre, excellent. Ouais, Le jour de tonnerre est un bon film, je suis d'accord. Ouais. Dans les rumeurs d'un second volet. Pourquoi plane encore? Pas parce que Top Gun Maverick. Ouais. Autre film sur un NASCAR. Il faut se dépêcher. On parle un peu de film d'animation. Cars, c'est une trilogie intégralement sur un NASCAR. Évidemment. J'ai pas regardé. Cars, c'est très très bien. Hein. Et puis pour les grands et les petits. 3, personnellement. Je préfère le 3 et en particulier cette séquence d'accident au début qui, je trouve, est toujours aussi impressionnante. Ah non, j'ai le film suprême sur le NASCAR. Ricky Bobby, roi du circuit. Ah, j'ai pas vu. Ah, c'est très drôle. Franchement, Ricky Bobby avec... alors dans des versions aussi un peu drôles. Enfin, vas-y. C'est avec Will Ferrell et John C. Reilly, si j'ai pas de bêtises. John C. Reilly, oui. Et recommandé, attention, par Christopher Nolan. Ah, bon. Ça m'a surpris le jour où il a sorti en disant oui, j'aime beaucoup regarder Ricky Bobby, roi du circuit. Parce qu'il y a une autre épopée des films de sport automobile qui est l'équipée du Cannonball. Que j'ai vu que le premier. Alors, c'est un joyeux bordel. Ouais, voilà, mais c'est rigolo. En fait, pour moi, c'est la meilleure adaptation des Fous du volant. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Voilà. Mais ça fait référence alors à un film qui est encore plus ancien. Alors, je me rappelle plus. Ça va me revenir. Bref, en tout cas, dans ce... la grande course autour du monde aussi. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça. Et l'équipée du Cannonball, il y a quand même, faut le rappeler, il y a Roger Moore, il y a Burt Reynolds, il y a Jackie Chan. Jackie Chan, oui, parce que c'est le réalisateur, c'est Al Needham, qui est un américano-hongkongais. D'accord. C'est pour ça, en fait, je pense. Mais le film est assez drôle. J'ai jamais tenté le 2. Non, je pense qu'il faut pas essayer. Mais le premier est assez drôle. Hein. Franchement, c'est pour ceux qui. Et puis Roger Moore qui joue son rôle de James Bond. Voilà. Donc non, il y a Dean Martin, il y a comment il s'appelle, Sammy Davis Jr. Il y a un peu tous les genres qui sont mélangés. Et c'est un film de copains. Hein. Oui. En général. Tu vois, toutes les grandes compétitions ont droit à leur film. Là, on a parlé du NASCAR au début. On pourrait parler du Mans. Par exemple, il y a le film Le Mans, alors que je n'ai jamais vu. Le Mans, il est exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur film de sport automobile que j'ai vu. Le Mans 66. Le Mans. Moi, je te parlais avec Steve McQueen, que je n'ai jamais vu. Pardon. Oui, mais par contre, je suis d'accord que le Mans 66. Le Mans 66, c'est exceptionnel. Il se tire la bourre avec un autre film dont on parlera un peu après, mais le Mans 66, c'est un excellent. Ouais. James Mangold, donc l'auteur de Un parfait inconnu avec Timothée Chalamet, quand même. C'est ça. Et le film à la base s'appelle en VO Ford versus Ferrari. Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé ce titre en français, parce que je pense que ça fait vendre quand même de mettre Ford versus Ferrari. Mais le Mans 66. Mais c'est pas mal parce que ça marque aussi l'époque, c'est-à-dire en 1966. Nous, ils l'ont appelé le Mans 66 parce que ça se passe chez nous. Mais c'est français. C'est français, oui. Et non, mais c'est l'année, 66. Oui, c'est bien sûr, c'est l'année. Oui, mais ils l'ont appelé Le Mans. Je crois que le film Le Mans est très bon aussi avec Steve McQueen. Il paraît. Mais c'est très connu, mais moins les experts le trouvent moins. Maintenant qu'il y a eu le Mans 66, moins pertinent parce que le Mans 66, c'est la réutilisation précise des bruits de voitures de l'époque. Enfin,
tout y est vraiment très 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 méticuleux. Ah d'accord. Okay. Alors que Le Mans, c'est un peu plus. Mais comme le savent faire très très bien les Américains, c'est la gloire des Américains évidemment, parce que c'est Ford qui a supplanté une Ferrari, fois Ferrari, donc qui était. Il y a eu le film aussi l'année dernière qui est sorti, Ferrari. Sur les 1000 et milliards. Oui, tu en avais bien parlé. Tous les deux, vous en avez bien parlé. C'était un bon film de course. On y retrouvait d'ailleurs un habitué des 24 heures du Mans. Il y avait Patrick Dempsey qui faisait une apparition dedans. Ouais. Et le film, alors, est-ce qu'on peut le considérer vraiment que comme un film de course? Disons que ça parle de la course automobile. Autre film sur Le Mans, l'année dernière, non, il y a déjà 2 ans, je crois, 2 ans, Gran Turismo, qui était un plutôt bon film. Alors, une bonne surprise, c'est l'adaptation du jeu vidéo, mais c'était une adaptation d'un jeune qui avait fait partie, qui jouait bien en jeu vidéo et qu'ils ont intégré dans une académie pour voir s'il pilotait bien. Et le film, du coup, ça fait une histoire à la Rocky. Ça fait une histoire à la Rocky. Et du coup, forcément, le film est ultra divertissant. C'est une histoire vraie. Enfin, forcément, en fait, on a presque assez original. Honnêtement, on a presque oublié le jeu vidéo, sauf quelques idées de mise en scène. Mais on se plaît. Très intéressante. L'idée que tu n'es jamais perdu dans la course, puisque comme dans le jeu vidéo, en fait, au-dessus des voitures, il t'a mis le numéro de la place. Oui, puis le fait, tu sais, les plans où le film en 3D en train de sortir. Ah non, c'est pas mal. Et alors, un film qui est un peu oublié désormais, mais qui parle aussi des 24 heures du Mans, mais aussi du rallye, c'est l'adaptation de Michel Vaillant. Alors, alors j'ai pas vu, mais moi j'adorais la BD. Mais alors, moi, Michel Vaillant, ça a bercé ma jeunesse. Ouais. Je l'avais vu à l'époque. En 2003 au cinéma Victoria, salle 1, souvenez-vous. Et franchement, alors c'est mon père qui m'a poussé à voir ce film et j'avais passé un moment extraordinaire. Je ne sais pas si ça a mal vieilli parce qu'apparemment c'est considéré comme étant un mauvais film. C'est une daube, moi j'ai toujours entendu que c'est une daube. Mais moi j'avais adoré, il y a Diane Kruger dedans qui joue du coup 1,1 sur 5. Il y avait Steve Watson et Michel Vaillant. Ouais, voilà, faut que je revoie. J'étais en train de me dire. Eh ben, essaie peut-être. Faut que je le revoie, mais franchement, il y avait une séquence d'ailleurs qui m'avait marqué, c'est-à-dire que le personnage de Michel Vaillant connaissait tellement par cœur les 24 heures, le circuit du Mans, c'est que du coup, il est tout seul dans la voiture avec Julie Wood, interprétée par Diane Kruger, et elle lui cache les yeux. Et en fait, elle a juste indiqué le nombre de vitesses, les panneaux et tout ça. Et en fait, lui, il le connaît par cœur, il a pas besoin de voir le circuit. Il y a pas ça dans Driven aussi? Oui, alors. Il y a pas ça dans Driven? Si. Alors, ça nous permet de parler des films de Formule 1 parce que Driven est une sombre merde. Avec Sylvester Stallone. C'est pas le pire Stallone. Ah, c'est l'un des pires. Alors, en fait, je crois qu'à la base, ils avaient l'autorisation Formule 1. Ils avaient le droit d'utiliser. Et en fait, le film était tellement pourri parce que ça revenait sur la rivalité entre Raikkonen et Schumacher. Et Schumacher, d'une certaine manière. Et un truc comme ça. Et le film a été tellement pourri qu'ils ont voulu retirer tout ce qui était affilié à... Non, parce que c'était Stallone dans Schumacher, ça le fait. Non, c'était pas Schumacher, mais c'était genre, il revenait pour aider et il faisait un truc, c'était le coup du bourdon, il jetait une pièce sur le circuit, il l'a récupéré avec sa roue. Et il y a une scène. Non, mais c'est. Il y a une course-poursuite de Formule 1 dans Las Vegas. Oui, je sais plus ce qu'il doit dire comme il y en avait bien eu à Monte Carlo. Oui, mais c'est pas pareil. Mais c'était dans le circuit. Oui, puis il y a eu un Grand Prix de Las Vegas depuis 2 ans. Il doit sûrement faire un truc du genre. Il faut que tu aies confiance en toi. La route. Là, on l'en va. Il n'y a pas besoin de route. Mais à l'heure actuelle, avant peut-être le mois de juin, le meilleur film de Formule 1, c'est sans doute Rush. Ah, c'est sans hésiter. Brad Pitt? Non, avec Chris Hemsworth. Non, je te parle de Rush. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, c'est sans doute le meilleur film de Formule 1. C'est le meilleur film de Formule 1, c'est peut-être l'un des meilleurs films de Ron Howard aussi. Sans doute, sur la confrontation entre James Hunt et Niki Lauda, qui se termine évidemment, qui se termine, mais dont il y a eu ce fameux accident tragique pour Niki Lauda, particulièrement glaçant quand on le voit. C'est une manière aussi d'opposer vraiment 2 caractères différents. Il y a l'allemand, alors en plus l'allemand strict, rigoureux et tout ça, et l'anglais déluré, tout ça, qui lui, au final, il a un objectif, devenir champion du monde, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et désolé spoiler, mais une fois l'objectif atteint, voilà, la vie fait qu'il a réussi son truc.
Mais c'est comme beaucoup de rivalités en Formule 1, c'est-à-dire que c'était deux hommes qui, ont étaient rivaux. Mais quand James Hunt est décédé, parce qu'il est mort en premier, Niki Lauda avait été à l'époque commentateur et avait exprimé tout son admiration et son respect. Un de ceux qui respectait le plus. Oui, et on a eu pareil entre Prost et Senna, c'est-à-dire que c'était deux rivaux, mais il y a eu ce moment, je pense. Messieurs qui ont connu ce moment-là doivent s'en souvenir. Le moment où Senna quand même dit dans son casque que Prost c'était son plus grand rival et pourquoi il revient pas sur la piste. C'est des moments qui limite vous met la larme à l'œil. C'est ça qui était marquant aussi dans ce genre de sport. Ouais. Et Senna, très très bon documentaire d'ailleurs. Je l'ai pas vu, oui. J'ai pas vu la série Netflix qui est ce qui paraît est plutôt réussie. Mais le documentaire Senna est un des très très bons documentaires dans le genre. Sinon, en version française, nous, il y a Steve McQueen, mais il y a aussi Jean-Louis Trintignant comme pilote automobile. Un petit peu quand même. Il a joué puisque c'est son oncle, je crois, qui était un pilote automobile de renommée. Et lui-même a fait des courses avec. Et il y a eu c'est pas un vrai film. Ouais. Passionné Paul par Newman ça, aussi, ouais. Et c'est pas un vrai film sur les courses automobiles, mais Un homme, une femme de Claude Lelouch en 1966 fait référence à ça parce que je crois qu'il est pilote de course automobile dans le film. C'est une histoire de romance évidemment entre Jean-Louis Trintignant et je me rappelle Anouk Aimé, non? Je saurais pas dire. Je sais plus si c'est Anouk Aimé ou si c'est Annie Girardot. Non, Anouk Aimé. C'est Anouk Aimé. En tout cas, les films de voiture passionnent toujours autant le grand public. C'est un homme et une femme. Chabalabala. Oui, c'est Anouk Aimé. Chabalabala. Fallait me dire Chabalabala. Voilà, c'est vrai. Les sports automobiles, ça passionne toujours autant le grand public. Bon, souvent on a les films de voiture. Par contre, un de piètre mémoire que tu m'avais fait regarder, et je t'en remercie, c'était Race for Glory, Audi versus Lancia. Mais quel film de rallye. Oui, parce que au final, les films de rallye, il y en a très peu. Très très peu. Et alors ça, c'était très ennuyeux. En fait, ils avaient essayé de faire un Ford versus Ferrari, du coup, mais en mode rallye. Italien. Et du coup, Audi versus Lancia. Et le problème, c'est que, mais c'est chiant. Et pourtant, il y a quand même Daniel Brühl qui est génial en Niki Lauda. Il y avait Daniel Brühl et l'acteur italien aussi qui est doué quand même. Je sais plus. Riccardo Santamarcio. Voilà. Alors, pourtant, autant c'est peut-être un peu chiant de regarder des courses automobiles F1, ce qui n'est pas du tout le cas quand tu vas voir un rallye, parce que c'est tellement époustouflant et prenant qu'il y a vraiment, là pour le coup, il y a quelque chose de cinégénique encore plus, je trouve, moi, dans les rallyes automobiles. Hein. Mais hélas, il n'y a pas eu pour l'instant de vrais bons films sur le rallye. Alors nous, on a quand même eu des grands champions, quoi. Un jour, peut-être. On aura, que ce soit Sébastien. Non, on aura le film. Loeb. Non. Vous connaissez son nom, Sébastien. Oui, non, ça sera plus Sébastien. Comme ça, je peux dire. Seb pour les autres. Ah oui, Seb. Ça va. Mais on l'appelait Kiki. Tu sais, imagine un truc comme ça. Ouais, ses amis l'appelaient Kiki. Je vais me faire critiquer, enfin tailler par mon frère qui est ultra fan de Sébastien. Ah non, mais je plus sois. Autre film de course, on est obligé d'en parler, même si c'est plus dans le genre comique. La Coccinelle, saga de la Coccinelle. Ouais, exact. Alors, tu en as jamais vu? Ça, c'est mon enfance. Si, un seul. À Mexico? Non. Le dernier? J'ai vu avec Lindsay Lohan et Michael Keaton. Oui. Au cinéma. C'était assez drôle. Bah, ça passait à l'époque. C'est drôle, la Coccinelle, ouais. Moi, je me souviens de moi, celui de Monte Carlo. Aussi. On en regardait ça et c'était assez marquant, quoi. Aussi Jackie Chan qui a eu son film de pilote. Jackie Chan sous tension, je crois. Sous pression. Sous pression, ouais. C'est ça. Dans quoi Ça s'appelait Jackie Chan sous pression. C'était un film de voiture, ouais. Où Jackie Chan joue un pilote. Alors ça, c'était après l'équipé du Cannonball. Ah oui, bien sûr. Ah oui, là, il était très très connu. Oui, ça s'appelle Thunderbolt en anglais. Et c'est ça. C'est Thunderbolt, c'est. Oui, c'est ça, oui. C'est Thunderbolt, virgule, Jackie Chan sous pression. Et pilote, il y a une version pilote de l'extrême aussi. Ah, mais si, j'ai vu des extraits, ça y est, je fais le mécanicien sur circuit et as du volant avant tout, Jackie Chan se voit confié. Non, mais en plus, on kidnappe sa frangine. C'est vraiment Jackie Chan se voit confié par le gouvernement la mission d'arrêter un puissant groupe de terroristes. Ces derniers n'hésitent pas à kidnapper ses sœurs pour le dissuader de ça. C'est le mélange de Jackie Chan. Ce que j'adorais. Dans les années 90, fin 80, début 90, on s'emmerdait même plus à appeler un film par un titre. On disait Jackie Chan
quelque part. Ah non, mais les trois quarts des films de Jackie Chan, ils s'appellent Jackie dedans. Hein. Oui, par exemple, il a- Jackie Chan dans le Il a Bronx. acquis ses propres lettres de noblesse avec ce seul nom et je trouve que c'est d'ailleurs assez mérité pour toutes les chorégraphies et toutes les inventivités qu'il a dans ses comment dire, ses Les actions, échauffourées. Chorégraphie aussi, oui. Ouais, c'est pas mal. On peut aussi parler de la course à la mort de l'an 2000, l'un des premiers rôles. J'ai jamais osé le avec regarder. Stallone et c'est David Carradine, je crois. Oui, c'est David Carradine. Ouais. Qui a été remaké un peu plus tard avec Jason Statham, pour un film qui s'appelait juste Course à la mort, réalisé par notre cher Paul W.S. Anderson. On l'aime. Mais le film Dans une prison, là, c'est ça. C'est enfin, ça, dans c'est ça. un centre pénitentiaire. Il fallait qu'ils passent sur en des île. des bumpers pour que ça leur donne des bonus. Enfin, C'est un peu too much quand même. C'est Mario Kart. C'est la meilleure adaptation de Mario Kart au cinéma. C'est ça, maintenant, la meilleure adaptation de Mario Kart au cinéma, c'est Super Mario Bros. Le film d'animation, puisqu'il y a toute une séquence en carte. Et t'as vu la gueule de Mario aussi un peu retouchée avec Jason Jason Statham. Statham. C'est sûr que c'est formidable. Sinon, il y avait un autre film aussi qui fait référence aux courses automobiles, mais on n'en parle pas énormément, mais c'est dans Le Ruffian, avec Lino Ventura et Bernard Giraudot. Bernard Giraudot, justement, a eu un grave accident. Voilà, et donc en fait, il cherche le moyen de récupérer du pognon pour pouvoir faire l'opération pour son pote, pour qu'il retrouve ses jambes, puisqu'il est paraplégique. Il cherche un trésor En fait, dans l'Amérique du Sud. Mais en fait, au final, ça commence. Le Ruffian, j'ai vu le Ruffian. Non, mais le truc, c'est que j'ai vu le Ruffian avant de voir Les Aventuriers, mais je n'ai pas vu le Ruffian depuis des années. Moi, j'ai pas vu. Mais en fait, c'est vraiment le scénar des Aventuriers. En fait, il prépare une voiture de course dans Les Aventuriers avec Alain Delon. Ah, mais c'est pas ça, hein. Le Ruffian, c'est pas ça. Ça a l'air, puis ils partent chercher un trésor derrière. Non, parce qu'en fait, ça fait référence à Lino Ventura au tout début, qui est dans une mine d'or, et puis en fait, il y a un braquage. Il récupère l'or, mais malencontreusement, ça se barre dans la flotte, et puis donc il revient en France, parce que ça se passe au Canada, et donc je me rappelle, et il a l'intention de revenir pour pouvoir récupérer l'or, pour pouvoir racheter des, comment dire, non, mais des similitudes. On mettrait vraiment les scénarios côte à côte. C'est quasiment la même chose. Parce qu'en fait, ils tombent sur un type qui leur dit qu'il y a de l'or en Afrique, et pour se refaire une santé, parce que en fait, Alain Delon est un cascadeur en avion et Lino Ventura préparait une voiture de course, mais les deux en fait oui, voilà, c'est les. Oui, et en fait, ça me fait vraiment penser au même scénario. Sauf que dans le Ruffian, tu as Chloé Cardinal qui est magnifique. Il y a une jolie fille aussi dans Les Aventuriers. J'ai pas encore vu Les Aventuriers. Et je te le conseille. Marie Laforêt. Marie Laforêt. Marie Laforêt. Alors, il y a des gros clichés, tu verras. Assiste à un moment. Et ça se finit à Fort Boyard. À Fort Boyard, ouais. Je te conseille. Justement. En fait, mais faut que je revoie le Ruffian, mais parce que je te dis, j'ai vraiment l'impression d'entendre le scénario des Aventuriers. Avec Charles Bronson. Le Ruffian. Non. Ah non, Les Aventuriers. Oui. Pardon, non, je confonds avec un autre film avec Alain Delon, et c'est. Non, avec Lino Ventura. C'est avec Lino Ventura. Cosa Nostra de Terence Young, oui. C'est ça. Mais le Ruffian, musique de Ennio Morricone. Oui, c'est vrai. Il faut que je le revoie. Oui. Il est dans les rapides quand il perd l'or. Oui, je me rappelle. Oui, c'est un bon film d'aventure qui est pas non plus, qui est tout public, quoi. Ce qui est vraiment tout public. C'était l'époque Ventura où le descendant un peu, ouais. Oui. Et Bernard Giraudot qui vraiment tire son épingle du jeu, qui est vraiment magnifique dans ce film aussi d'ailleurs. Et puis voilà, quoi. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour des films de course automobile. On aurait pu citer aussi Speed Racer, entre autres. Enfin voilà. Fast and Furious. C'est encore différent. C'est la catégorie film de bagnole. Voilà, c'est pas du sport. D'accord. Oui, mais il va y avoir du sport sauvage. Mais moi, je reste tranquille. C'est pas le même sport. C'est du sport sauvage. Ah, t'as pas la ref là? J'ai pas compris ce que tu dis. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. C'est une chanson des années. Oui, mais si, c'est ça. Excuse-moi, je ne l'avais pas. Si. Mais j'ai pas entendu. C'est bon. Eh ben. Mais le sport automobile, voilà, on vous conseille de découvrir tous ces films. Moi, je vais m'empresser de redécouvrir Michel Vaillant, parce que dans mes souvenirs, c'était très très bien. Alors, je comprends pas pourquoi. Alors, moi, j'adore la BD, franchement. Ouais. En même temps, sortait un autre film qui s'appelle Les Chevaliers du Ciel. Et au final, Les Chevaliers du Ciel, c'était pas si mal. Tiré d'une BD aussi, voilà. À voir si, par exemple, Tanguy Michel Vaillant est aussi bien. Bah, il y avait une bonne séquence de rallye sur glace et tout. Puis ça finissait sur 24 heures du Mans. Enfin, je sais pas, moi j'avais passé un bon moment.
Puis bon, Diane Kruger, enfin voilà. Ça c'est sûr. Donc, côté programmation, la radio demain, 2 émissions. L'émission Questions de parents présentée par Elodie L de 12h15 à 12h45 et l'émission Parents autrement présentée par Pauline de 13h à 14h. Nous, on va se quitter sur, on en a parlé en premier, inévitablement, on va se quitter sur Show Me Heaven de Maria McKee, tiré du film Jour de tonnerre, et Days of Thunder. Et nous vous souhaitons une très très bonne semaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, allez au cinéma. Ciao, ciao. Bonne soirée. Belle toile.